Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture et je m'excuse par avance puisque mon voisin a décidé de couper du bois. Merci le voisin. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 livres et de 2 BD. Le premier, il s'agit de La dernière des Stanfield de Marc Levy, paru chez Pocket. Le second dont je vous parlerai, il s'agit de La vie rêvée de Noah Hawkman de David Arnold, paru chez Milan. Et je finirai avec Les Faucons de Ravera, le tome 2, L'héritière rebelle de Melissa Caruso, paru chez Big Bang. Pour les BD, on parlera de la saga. Voilà, le tome 2 et le tome 3. J'ai un petit peu dézoomé parce que j'avais vraiment l'impression qu'on ne voyait que moi, hein, clairement. Donc, avec la bibliothèque en fond, c'est quand même vachement mieux, non? Je commence en vous parlant de la dernière Stanfield, des Stanfield que j'ai lu en lecture commune avec Amélie. Et c'est un livre contemporain de Marc Levy. Il n'y a aucune dose de fantastique, parce que des fois dans ces livres, il y a des doses de fantastique. Là, peanuts, rien du tout. Et on joue sur 3 époques. Nous allons suivre, alors la dernière des époques, c'est Eleanor Rigby, qui va recevoir une lettre anonyme qui va lui dire d'enquêter un petit peu sur le passé de sa mère qui est un petit peu trouble. Et nous allons suivre aussi George Harrison qui va recevoir exactement la même lettre sur sa mère à lui. Et par un heureux hasard, ils vont se retrouver à enquêter sur leur mère. Et on va suivre leur mère dans le passé, on va suivre le grand-père d'une des mères dans le passé. Voilà, 3 époques qui se chevauchent pour faire une histoire pas forcément palpitante de mon point de vue. Après ça s'est lu très vite, ça se lit très bien. Le Marc Levy, j'aime bien le style de Marc Levy, je sais pas comment vous le dire, vous l'expliquer. J'aime bien, ça passe toujours tout seul. Simplement c'est un peu, c'est du contemporain et ben l'histoire m'a pas plus emballée que ça, je me suis pas attachée au personnage. J'étais assez en retrait hein, par rapport à cette histoire. J'avais deviné la majorité des choses. Bref, c'était sympa, mais sans plus quoi. Pas transcendant, rien qui n'explosait. C'était finalement sans intérêt. Je pense que je vais très vite oublier ce livre. C'est un peu dommage, mais bon, clairement, ça me conforte dans le fait que le contemporain n'est pas pour moi. Tout simplement. Je vais vous parler de La vie rêvée de Noah Hawkman que j'ai reçu de la part de Milan. Je l'ai lu en lecture commune avec Summary's Books, Marilyn Tito Mamax, et au début avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Je dis au début puisque Manon nous a laissé tomber à plus de 100 pages je crois, parce que ça ne lui plaisait pas. Ce que je peux comprendre parce que ce livre est très particulier. Il est étrangement particulier, c'est une sorte d'ovni. Nous allons suivre Noah Hawkman qui est un sportif dans son lycée, hein, il fait de la natation. Il sait pas trop ce qu'il veut faire après, il a eu plusieurs propositions pour continuer la natation, pour avoir une bourse dans des universités pour faire la natation, sauf que lui, eh ben, il se destine pas à ça, hein. Il est venu à la natation un petit peu par dépit, il n'a pas forcément envie de faire ça toute sa vie. Et il sait pas trop comment le dire à son entourage, donc il s'est inventé une blessure pour être un peu tranquille. Et c'est là qu'on va le retrouver comme ça, dans cet état d'esprit, à une soirée où il va beaucoup picoler, où il va suivre un garçon qui va l'inviter chez lui. Et on sait pas trop ce qui va se passer exactement, on sait pas s'il va se faire hypnotiser, enfin bref, il va y arriver quelque chose d'étrange et il va se réveiller et il va commencer à noter que ce monde dans lequel il vit n'est pas le même que le monde dans lequel il vivait avant. Sa mère a une cicatrice sur la joue qu'elle n'avait jamais eue. Son meilleur ami est fan de Marvel au lieu de DC Comics. Voilà, ce sont des infimes changements. Mais il va s'atteler à regarder ce qui fait que ces changements se sont faits, pourquoi, et il va surtout chercher à voir ce qui n'a pas bougé, ce qui n'a absolument pas changé, cette stabilité, pour comprendre ce qui lui arrive.
Alors, quand j'ai commencé cette lecture, j'étais partagée entre j'aime pas du tout le langage familier de Noah et j'aime beaucoup, beaucoup les paragraphes où Noah fait des parallèles entre des noms qui sont identiques, des dates qui sont identiques. Ça j'adorais. Franchement, culture pop, les références littéraires, les références culturelles étaient vachement bien. Et au fur et à mesure de la lecture, l'auteur m'a perdue de plus en plus. On partait dans quelque chose de très bizarre, dans un univers où on comprenait pas forcément tout ce qui s'y passait, un petit peu comme Noah, on était perdus. Et la résolution, eh bien, m'a apporté une solution, oui, mais qui ne m'a pas forcément plus convaincue que ça. J'ai pas forcément été très à même de comprendre Noah. Alors oui, il y a des thématiques que j'ai pu comprendre, on y parle beaucoup de solitude dans ce livre. Et j'ai pas réussi à m'attacher vraiment à Noah, ça tient peut-être de son langage un peu familier, même beaucoup familier avec ses potes, peut-être. Ça tient de cet univers un petit peu étrange, où on sait pas si on est dans un univers parallèle, on sait pas trop comment réfléchit Noah, parce que Noah clairement a des obsessions très étranges, il est très étrange, mais voilà, c'est un thème universel qu'est la solitude, qu'est l'acceptation aussi de soi. Donc en soi, oui, le thème était intéressant, ça a été traité de manière intéressante, mais ça partait vraiment trop dans tous les sens pour moi. Donc d'un côté j'ai aimé, et d'un autre côté je suis sur la retenue parce que je suis pas totalement convaincue. Et par moments, tout simplement, je me suis ennuyée. Hein. Il y a eu des passages où je m'ennuyais, et comme je n'arrivais pas à voir où allait le roman, c'était assez compliqué pour moi. J'aime bien qu'on me mène d'un point A à un point B et que j'arrive à comprendre le cheminement. Là, on va d'un point A à un point B, mais alors on passe par tellement de choses que ça m'a perdue. Donc voilà, je pense qu'il faut vous faire votre propre avis et sur un livre tel que lui, parce que c'est un véritable ovni littéraire. Et je pense que certains adoreront, certains détesteront, mais il faut quand même tester. C'est une expérience en soi, hein, clairement. Et je termine pour les romans avec Les Faucons de Ravera, le tome 2. Je l'ai pris un peu sur un coup de tête, parce que je voulais continuer une saga, et il paraît pas, mais il fait plus de 700 pages. Et comment vous dire, j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré. Le premier tome avait été une bonne lecture. Je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, parce qu'on y suit, je ne sais plus les noms, on y suit Amalia, qui est une jeune femme qui va aider un faucon. Un faucon, c'est une personne qui a des pouvoirs et qui va être liée à un fauconnier pour justement contrôler ses pouvoirs. Amalia va faire la rencontre de Zaira un jour où Zaira est en train de brûler la ville, et Amalia va réussir à la réfréner, à la faire prisonnière, hein, d'un bracelet qui va la lier à vie avec son fauconnier. Amalia va devenir la fauconnière de Zaira. Et voilà, hein, c'est une infime partie de ce roman. Et si vous voulez, Zaira est la première sorcière de feu que que l'Empire ait connue. Enfin pas la première, mais voilà, la seule, hein, en ce moment. Et il y a un grand pouvoir en elle, elle peut brûler tout, hein, clairement elle peut tout détruire. Et dans le tome 1, on était sans cesse en train de menacer les autres pays, les autres contrées, du feu de Zaira. Sauf qu'on menaçait, mais on ne passait jamais à l'exécution, donc ça m'avait un peu gonflé. Dans ce tome 2, eh bien, on est dans tout ce que j'aime dans un roman. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps avec La couleur du mensonge, j'adore les manigances politiques. J'adore tout ce qui fait ces petites menaces, cette tension entre les pays, entre des espions, entre des gens qui veulent envahir, entre des gens qui veulent prendre possession des autres. Et en fait, j'adore vraiment ces manigances politiques. Et dans ce tome 2, c'est exactement ça. Et ça va crescendo, et jusqu'à l'explosion finale, c'était génial. J'ai un coup de cœur pour ce tome 2, clairement. Et c'est étrange quand même d'avoir des coups de cœur pour des tomes 2. Les tomes 2 sont censés être moins bons, hein, les tomes de transition.
Et bah là c'est tout le contraire, c'est encore meilleur que le tome 1. Le tome 1 posait la base, le tome 2 explose totalement. Amalia vraiment se retrouve mise en avant dans ses stratégies décisive. Elle est un petit peu seule au milieu de l'ennemi et c'était vachement bien, vraiment vachement bien. J'ai retrouvé toutes les qualités que j'avais adorées dans la saga La couleur du mensonge, que je vous conseille à 1000%. Et là c'est pareil, là c'est pareil avec de la magie, avec un petit peu d'amour, mais c'est pas ce qui prime. Alors oui, il y a des hésitations, des trucs comme ça, du sacrifice, du machin, mais c'est vraiment ces stratégies militaires que moi j'adore, tout simplement. Donc Les Faucons de Ravera, ce tome 2, ça a été un coup de cœur. Et pour finir, je vous parle de cette saga. C'est hyper compliqué de rechercher cette saga quand on l'appelle saga. Parce que saga, ça va vous sortir toutes les sagas qui existent et... Non mais pour le rechercher dans un moteur de recherche, c'est compliqué. Bref, on s'en fout. J'avais lu le tome 1 il y a pas mal de temps, hein, et j'ai pris ce tome 2 et ce tome 3 à la bibliothèque. Ça m'a permis de continuer. Le tome 1 était très spécial. J'aimais bien la colorisation, j'aimais bien ce qu'on me proposait, mais c'était très spécial, hein, avec des humanoïdes, avec des gars avec des télés sur la tête, des robots, spécial. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et ce tome 3 parce que l'histoire prend de l'ampleur et c'était vachement bien. Et je comprends mieux un petit peu tout ce qui était très étrange dans le tome 1, s'explique un petit peu plus. J'aime bien la relation, les personnages. C'était une très bonne lecture. Ces tomes font à peu près 150 pages chacun. Et ça se lit trop bien et les images, les planches sont très jolies à regarder. Et je vous dis, c'est toujours très coloré. Par exemple, je vous prends n'importe laquelle. Voilà, c'est très coloré. Voilà, il y a des planches beaucoup plus belles que d'autres, hein, toujours. Mais j'aime bien. Franchement, je vais continuer cette saga pour découvrir ce qui va arriver. Donc à nos personnages, on est dans une sorte de guerre entre deux peuples, les ailés et les cornus, hein, et voilà, et il va y avoir une histoire d'amour entre un cornu et une ailée. Ils vont déserter et ils vont avoir un enfant. Ils vont protéger cet enfant contre tous ceux qui cherchent à les récupérer eux, hein, ses parents, et puis par la même occasion les enfants, l'enfant. Et voilà, c'était très chouette, je vous conseille beaucoup cette série de BD. C'est très spécial au début, mais je peux vous assurer qu'après ça va crescendo et on s'habitue à cette étrangeté. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.